Bonjour Henri. Bonjour Manuel, comment allez-vous? Vous avez fait Fraîchement. bonne route? Non, c'était plein d'embouteillages, Plein d'embouteillages. et fraîchement. Ah oui, c'est le C'est jour pour du ça que je suis un peu en marché. retard. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, moi j'ai été un peu perturbé. Il y a quelques jours, j'ai un ami que j'aime bien qui m'a envoyé des vidéos concernant ce qui se passe en Syrie avec Daesh, là, et notamment des vidéos absolument horribles de décapitation, de gens égorgés, etc. C'était sur un site, je sais pas, polonais ou russe, enfin c'était pas un site français. Il était temps que vous voyiez ça, hein, parce que ça fait un moment que ça tourne. Eh oui, c'est ce que vous m'avez dit, ouais. Mais moi j'avais jamais, parce que je suis pas trop amateur de ce genre de choses, j'avais pas regardé. Et donc j'ai trouvé ça terrible et ça m'a amené à une réflexion, ça m'a ramené aux bienveillantes. Ce livre absolument extraordinaire sur l'époque nazie, où l'auteur dit que Hitler a été très surpris de ne pas avoir été félicité de tout le mal qu'il avait fait, car il le faisait en pensant qu'il faisait le bien. Et je pense que c'est exactement la même chose pour ces gens, parce que quand on les voit coucher les gens par terre par dizaines, tirer dessus à la mitraillette, on n'a pas l'impression qu'ils sont gênés. On a l'impression que pour eux, c'est l'aboutissement d'une... Alors bon, c'est des psychopathes probablement, mais enfin, des psychopathes, il y en a partout. Mais on a l'impression que c'est l'aboutissement d'un travail de fanatisme et d'une croyance qui fait qu'ils pensent nécessaire d'éradiquer les gens qu'ils tuent. Alors, c'est effrayant, mais enfin, on ne peut pas non plus trouver ces gens moins humains que nous, parce qu'on a fait la même chose il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous voulez, Vous parlez de l'Inquisition? bien plus récemment, je parle de la guerre de 40, je parle de la guerre d'Indochine, d'Algérie, enfin je parle de toutes ces choses. Bon, voilà. Donc si vous voulez, ils ne sont pas moins hommes que nous. Hein, bon. Alors, dans ce concept qui fait que, dans cette chose qui fait que finalement, ceux qui font le mal le font convaincus de faire le bien, c'est-à-dire dans cette inversion des réalités le fanatisme, qu'on appelle le barbarisme. Ouais, mais on a des échelles. Alors la mort, évidemment, est la plus voyante, mais bon, la mort, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein, on va mourir, tout le monde meurt, il y a des accidents, il y a des maladies terribles, il y a des gens qui meurent très jeunes, des gens qui meurent très vieux. Ça fait partie, ça fait partie de notre vie. Bon. Donc, dans la mort, c'est pas plus spectaculaire ou plus extraordinaire qu'autre chose de notre vie. Simplement, quand c'est donné comme ça, c'est extrêmement choquant. Juste après la mort, dans les contrariétés importantes que peuvent subir les hommes, il y a la misère. Oui. Donc la misère, c'est pareil, il y a la misère accidentelle, il y a la misère comme la maladie qui fait que bon, on a la misère, on est dans un endroit miséreux, la misère. Et puis il y a la misère volontairement donnée. C'est-à-dire la différence entre la mort... Vous voulez en venir. Ouais, la différence entre la mort subie de tous les hommes et la mort donnée par quelqu'un, c'est une grande différence. Et la différence entre la misère subie par la difficulté de la vie, ou la misère volontairement donnée, il y a une très grande différence. Et si vous voulez, de la même manière que donner la mort suppose d'avoir eu une inversion des valeurs avec un fanatisme qui aide les psychopathes, je pense que donner la misère, c'est exactement la même chose. Donc je pense, si vous voulez, que quand on nous donne, quand on nous condamne à la misère, je pense qu'il a fallu avant passer par une étape de fanatisme. Et cette étape de fanatisme, il faut qu'elle arrive à être suffisante pour que ceux qui vous donnent la misère soient persuadés qu'ils font le bien et que c'est nécessaire et attendent une récompense. Et c'est exactement ce qui nous arrive, et c'est ça que peut-être les gens ne comprennent pas bien, c'est exactement ce qui arrive avec le fisc et les outils du fisc. Alors, le fisc, à travers ses agents qui viennent vous mettre dans la misère et qui trouvent ça parfaitement légitime, et dont tous les drames que ça représente, les drames horribles que ça représente, les indiffèrent totalement. Donc, ils ne donnent pas la mort, ils donnent la misère. Donc, on a vu, c'est un cran effectivement en dessous. Enfin, ils donnent volontairement la misère. Ils sont sciemment en train de donner la misère. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de leur outil principal, qui est le tribunal administratif. Ah, ça, c'est un vaste débat. J'ai fait des papiers sur le tribunal. Moi, j'appelle ça le tribunal d'inquisition. Le tribunal administratif est un de ces outils qui donne la misère. C'est l'outil principal. Oui, qui donne la misère en faisant semblant de donner la justice, puisqu'il s'appelle tribunal. Voilà, c'est donc, ça. Il prend l'hypothèse qui donne la justice, il fait semblant de la justice, et en fait,
il vous balance dans la misère, c'est-à-dire il vous condamne à la misère. On légalise les exactions. Voilà, ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve que, alors, ça, c'est très difficile parce que les gens ne se rendent pas compte de ça, parce que tout le monde pense que c'est pour les autres. C'est exactement pareil. Si vous voulez, je pense que celui qui se retrouve là-bas, parce que dans ce monde de Daesh, il y a des gens qui vivent. Bon, mais il y en a qui échappent à ces exactions. Bon, alors, chez nous, à échelle différente, on est d'accord, enfin c'est pareil, il y a des gens qui échappent. La majorité des gens échappent aux exactions. Donc celui qui échappe, il se dit, bon, alors t'as pas eu de peau, il y a une raison. Enfin, et là, chez nous, c'est pareil. Donc si vous voulez, nous, quand on dit, mais attendez, on est en train de nous massacrer injustement et pour rien, les gens disent. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous allez bien profiter. Voilà, donc c'est important de remonter à la base, c'est de remonter au fanatisme. Donc, objectivement, l'égalitarisme qui emploie la force et qui légitime la force et qui permet à des gens de vous jeter, de vous propulser dans la misère au nom du droit de l'égalitarisme est un fanatisme, je trouve, largement aussi violent que n'importe lesquels et vraiment épouvantable. Alors, je vais vous donner maintenant des exemples parce qu'il ne s'agit pas de dire les choses, encore faut-il les prouver. Alors, on va passer au premier exemple. Premier exemple, donc j'ai une entreprise, je suis entrepreneur, et cette entreprise, elle vivote un peu, puisque évidemment le fisc m'a paralysé tous mes stocks, tous mes biens, donc c'est un peu difficile de la faire marcher. Donc, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de rentrées, mais j'ai toujours des frais. Toujours des frais d'électricité, de gaz, d'avocat, d'huissier, de machin. Bon, j'ai des frais qui sont à la TVA, et comme je suis moi-même à la TVA depuis 1965, donc ça fait un petit moment, donc j'ai droit à des remboursements de la TVA. Tous les ans, vous envoyez... Voilà. C'est-à-dire que la TVA est ainsi faite que lorsqu'on n'a pas à en payer, parce que pour telle ou telle raison, la TVA que l'on a payée soit... lorsqu'on n'a pas à en payer sur ses revenus, la TVA qu'on a payée sur ses frais, on a le droit de la récupérer. Ouais. Voilà. Donc on remplit un imprimé, et puis cet imprimé, moi je le remplissais depuis des mois, puis petit à petit, si vous voulez, parce que ces sommes sont venues tout doucement, en l'espace de 2 ans, ça a représenté 20 000 euros. Alors d'habitude, on met en bas de l'imprimé, tous ceux qui remplissent l'imprimé de TVA savent ça, en bas de l'imprimé, on met à reporter, crédit à reporter. Et puis, à un moment, on a le droit de mettre qu'on désire encaisser ce crédit. Donc on remplit la case, on remplit un papier, on envoie ça au fisc, et en règle générale, on est payé. C'est pas en règle générale, c'est toujours une réalité depuis des dizaines d'années. Alors, moi, mais voilà, quand on s'appelle Henri Dumas, c'est un peu particulier, donc le fisc me doit 20 000 euros. Vous avez droit à une justice d'exception. Voilà, alors 20 000 euros de TVA, je fais ma demande. Ouais. Et on me répond, on me dit, monsieur, votre demande, il faut nous envoyer toute la liste des factures, alors avec la date, le jour, le montant hors taxe, le montant de taxe, l'entreprise, etc. Bon, donc pas simplement la liste, il faut envoyer aussi les factures. Non, la liste, il me demande la liste uniquement. Donc je me bombe la liste, ça me prend quand même un moment, puisqu'il y avait plusieurs années que je n'avais pas demandé ce remboursement. Je fais le travail, j'arrive à un truc épais comme ça, et puis je leur envoie. Et puis ils me répondent, non monsieur, on ne vous rembourse pas, parce que ça ne nous plaît pas. Vos factures, là, non, vous n'êtes plus assujetti, on ne vous rembourse pas. Alors je vais au tribunal administratif, c'est là qu'on va. Bien je sûr. dis, regardez, quand même, j'ai rempli mes papiers, je paie ma TVA depuis la Saint-Glinglin, je suis toujours assujetti, je suis toujours considéré comme entrepreneur, je paie la patente et machin, enfin tout ça, enfin, plus comme ça. Bon. Et donc je passe en jugement. En deux mots, vous êtes en règle, quoi. Et je suis en règle. Et alors là, il faut que je vous lise quand même ce jugement, parce que ça, quand même, c'est quelque chose. Donc ça concerne votre remboursement de TVA. Voilà, qui m'a été refusé. Voilà. Et donc le tribunal dit que... C'est la première instance, tribunal administratif. Première instance, tribunal administratif de Montpellier. De Montpellier. Alors, le tribunal administratif de Montpellier dit ceci. Considérant qu'en se bornant à produire un relevé de facture qu'il a lui-même renseigné, retraçant essentiellement des frais de téléphone, de fourniture de bureau, d'électricité et de gaz, de photocopieur, d'avocat, de conseil et d'huissier, M. Dumas, à qui incombe la charge de la preuve en application des dispositions précitées de l'article L177 du livre des procédures fiscales, ne justifie pas que ces biens et services, à supposer que leur réalité soit établie, se rapporter à ces activités ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Activités qui n'ont d'ailleurs généré aucun chiffre d'affaires depuis 2007. Qu'il s'ensuit que M. Dumas n'établit pas qu'il disposerait d'un crédit de TVA sur la valeur ajoutée, que par suite c'est à bon droit que l'administration lui aura refusé le remboursement. Non mais attendez, vous vous rendez compte ce qu'ils écrivent là? Ça veut dire que je vais aller donc en appel. Donc, le tribunal dit que je n'apporte pas la preuve que mes factures sont bien correspondantes à mes activités.
je ferai remarquer que, premièrement, on ne me l'a pas demandé, cette preuve. Mhm. Si on m'avait demandé la preuve, si les services m'avaient demandé la preuve, j'aurais envoyé mes factures. Bon. On ne l'a pas demandé. Je n'avais pas de raison de l'amener. Personne n'envoie. Si on suit ce raisonnement, il faudrait que chaque fois qu'une entreprise demande un remboursement de TVA, elle fournisse la facture. Ça veut dire que chaque mois, les services fiscaux recevraient, peut-être 1000 tonnes de factures, tous les mois. Mhm. Donc tout le monde enverrait une photocopie. C'est Ouais. absurde. Alors là, s'il y a quelque chose d'anti-écologique, excusez-moi, mais là... Oui, non, mais sans parler d'écologie. non, je veux mais, dire. non, mais là, ça fait une forêt. Chaque mois, une forêt pour la TVA, détruite. Bon. Donc c'est complètement absurde. Enfin, ils ont trouvé un moyen pour pas vous rembourser. Ben, c'est pas moi, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, attendez, le tribunal administratif, c'est des gens, ils ont tous fait l'ENA. Oui, bah justement, hein, Ah, non, mais- Henri. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Enfin, attendez, là, on est en train, là, on va sortir avec les menottes, parce qu'on n'a pas le droit de critiquer un jugement. Ah bon? Ah non. Putain, vous m'avez pas dit ça, moi, Henri. Moi, je m'en vais. Hein. Mais enfin, on critique pas, là, on le lit. On le lit, oui. Non, on le lit, On on dit lit. aux gens, mais vous avez vu ce qui est écrit là? Donc voilà, on leur dit ce qu'il va falloir faire après. Maintenant, il faut qu'à chaque fois qu'ils demandent un remboursement de TVA, ils joignent toutes les factures Alors, inhérentes à Donc, ce je vais plutôt. faire appel. Bien sûr. Parce que là, on est en premier instance. Je vais faire appel. En appel, en admettant, il n'y a pas de raison, parce que c'est tous les mêmes, hein, ils ont été tous au même endroit, en admettant que la Cour d'appel de Marseille fasse preuve de la même servilité auprès des services fiscaux qui ne veulent pas me donner mes 20 000 euros. Parce que c'est ça que ça Oui, se résume. oui, Hein. oui, Il ben ne oui. faut pas se tromper. Hein. Non, non, ils veulent pas vous les donner à vous. Oui, ils ne veulent pas me donner mes 20 000 euros à moi. Oui, Voilà. Ils veulent À pas Henri me donner- Dumas. Voilà. Donc, en admettant que... Mais s'ils vous les donnent pas, ce jugement, alors qu'il vous cible, va faire jurisprudence. Alors, un appel, bien sûr. Donc, à partir du moment où nous aurons fait appel et où je serai de nouveau condamné, il faut savoir que la France entière devra apporter la preuve de ces factures à chaque fois qu'elle demandera un remboursement. C'est-à-dire qu'on aura une forêt par mois qui va disparaître pour des trucs que personne ne lira. Parce qu'à partir du moment où il y aura je ne sais pas combien de milliers de tonnes de papier qui va être envoyé aux services fiscaux, je ne sais pas qui c'est qui va les lire, hein, entre nous, soit dit. Donc ça, c'est absurde. Alors, j'en ai une deuxième au magasin. Ah. Oui, parce que ce tribunal administratif, c'est quand même quelque Ah chose bah, d'extraordinaire. Cette semaine, Oui. vous avez reçu des courriers. Oui, alors là, on est à la cour, oui, alors, à la cour administrative de Marseille. Ah. Alors là, à Marseille, je suis devant la cour administrative de Marseille, dans une procédure dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire un contrôle fiscal où je souhaite filmer les contrôleurs. Le premier petit film que je fais, ils font des déclarations mensongères après le film. Je publie ce film. J'ai été, parce que leur vie privée était en jeu, j'étais obligé d'enlever, donc vous ne pouvez plus le voir, mais si vous le voyez, vous verriez, et ceux qui l'ont vu ont vu. Et donc, donc ensuite, ils reviennent, et là, comme je ne voulais pas j'ai gêné leur vie privée, je suis là avec un huissier qui montre que la caméra les prendra de dos, et que c'est simplement, non pas eux et leur tête, qui ne sont pas d'une beauté extrême, hein, Non, donc bon. c'est pas leur tête que je veux filmer, c'est le débat. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire j'ai besoin Mmh. que le débat soit filmé, parce que ce débat ensuite on n'a plus de traces, et c'est très malheureux parce que après quand ils font leur notification, très souvent les événements sont falsifiés. Donc ce débat est absolument essentiel. Donc je mets cette caméra, je fais venir un huissier, et quand ils voient ça, ils s'en vont. Ils ne font pas le contrôle, ils partent. Il y a tout sur la table pour le contrôle et tout, ils partent. Et ils m'envoient une opposition à contrôle fiscal. Et dans cette opposition à contrôle fiscal, ils disent que j'ai mis une mauvaise ambiance. Voilà. Le motif, c'est que j'ai mis une mauvaise ambiance. Bien, en voulant la preuve de ce qui s'est passé, j'ai mis une mauvaise ambiance. Bon. Arrêtez. Henri. Donc, j'engage une procédure, et en premier instant, vous vous rappelez, la magistrate refuse de juger de ça. Je la poursuis au pénal pour déni de justice. Le lendemain, je reçois de la cour d'appel de Marseille la lettre qui lit ceci. Au terme de l'article R 611-7 du Code de justice administrative, entre guillemets, Justice administrative, c'est joli. Hein. lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'il fasse obstacle à la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Alors donc, il a le droit de me communiquer un truc comme quoi il n'est pas... Alors voilà le moyen en question.
En application de ces dispositions, j'ai l'honneur de vous informer que la Cour est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de soulever d'office les moyens d'ordre public suivants: irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal d'imposition à contrôle fiscal. C'est-à-dire que ce contrôle fiscal est complètement falsifié. Et les agents ont menti. À aucun moment je me suis opposé. À aucun. Je veux simplement enregistrer le débat oral et contradictoire. Eh bien, la Cour d'appel de Marseille, pour pas avoir à dire, ben non, mais non, parce que c'est ça, pour pas avoir à dire, ah ben non, 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 ils peuvent mentir, non, c'est pas grave, non, ah non, vous pouvez pas avoir la preuve, non, non, on peut pas, c'est pas grave. Pour pas avoir à dire ça, ils disent, ben les conclusions qui parlent de ça, on les prend pas. Alors que ces conclusions, elles ne sont qu'un moyen. Bah, c'est toute l'affaire. C'est toute l'affaire. Et c'est refuser le moyen, voilà. Donc voilà ce qui est écrit. Alors là, on n'est plus là. Là, on pouvait dire, ah oui, mais c'est des magistrats de premier niveau, ils sont pas, c'est pas des têtes, c'est pas des tronches. Mais là, c'est des tronches là. Là, on est à Marseille, on est au plus haut niveau, on est au plus haut niveau de la Cour d'appel administrative, du plus haut niveau du magistrat. Alors vous imaginez. Alors ces gens, entre nous, ils sont pas cons, ils sont même intelligents. Donc pour qu'ils puissent écrire ça et qu'ils aient perdu de vue, on en revient au débat initial. Enfin, ils ont perdu de vue la justice. Ils ont perdu de vue la justice. Donc ils sont fanatisés. Donc ces gens, ils sont fanatisés. Donc ils sont complètement fanatisés au point de refuser la justice, au point d'accepter de nous jeter dans la misère en étant parfaitement satisfaits d'eux-mêmes, parce qu'il faut les voir, hein. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, moi je vous le dis, hein. C'est pas des gens qui ne sont pas modestes, hein. Ils ne sont pas souriants, vous dites pas bonjour, ils sont là. C'est des pontes, hein. Donc ces gens, ils sont complètement fanatisés. Donc on a des magistrats fanatisés, on a des politiques fanatisés, sur une idée égalitariste qui va nous tuer. Et il n'y a pas d'issue. Alors, on parlera dans un billet à venir, parce que j'ai pris beaucoup de temps, de la notion de goulag. On en parlera, mais dans un billet. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est... Nous, on est dans un goulag à ciel ouvert. Ah mais nous, on est dans un goulag fiscal, comme l'a dit dans le point, on en reparlera. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je trouve que c'est important d'arriver, parce que ce n'est pas des gens faciles à les amener à se ridiculiser autant. C'est pas facile. Alors c'est très grave. Vous imaginez que la vidéo, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui vont la regarder, mais évidemment, les agents du fisc, c'est eux qui regardent en premier toujours. Donc évidemment, tout ça, ça va aller aux oreilles du tribunal administratif de Montpellier, de la Cour de Marseille. Donc vous imaginez que je vais être laminé. Ouais. Laminé. Égorgé financièrement. Oui, bien sûr. Égorgé financièrement. Oui. Voilà. Volontairement. Par des gens qui... Et alors ce qui est assez étonnant, juste une petite parenthèse comme ça, c'est que ce débat oral et contradictoire, qui soit filmé, je vois pas ce que ça peut ennuyer qui que ce soit, puisque chacun amène son argumentaire. Bon, mais ça me rappelle quand même, je vous l'ai dit, cette histoire des gardes à vue. À l'époque, où on demandait est-ce qu'elle soit filmée. Ça a été un tollé général. Mais non, c'est pas possible, ça va pas ceci, pas cela. Bon, depuis qu'elles sont filmées, c'est rentré dans les mœurs, et puis tout le monde s'en trouve très bien. Mais bon, bien sûr, mais... les impôts, c'est un combat d'arrière-garde, mais de fanatiques. Mais ça ne peut gêner... Voilà. Le film ne peut gêner que celui qui a des mauvaises intentions. Voilà. Donc là, ça gêne les gens du Trésor parce qu'ils ont de mauvaises intentions. Mais si le débat est filmé... Le contribuable malhonnête, il ne va pas être à l'aise. Bien sûr. Alors si leur théorie est bonne, c'est-à-dire si les contrôles fiscaux, si ils avaient raison, c'est-à-dire si les contrôles fiscaux étaient réellement la découverte la découverte de faussaires. C'est eux qui demanderaient à ce que soit filmé, parce qu'un faussaire, c'est un faussaire, ça se voit. Donc si vous voulez, ça se verrait à l'écran. Donc s'il y avait une réalité dans les contrôles fiscaux vrais, si c'était pas un surimpôt, si c'était pas une escroquerie, pas truqué, voilà. Mais c'est eux-mêmes qui demanderaient, comme par exemple, c'est les flics qui demandent que ce soit filmé dans les manifestations ou quand ils arrêtent des gens, parce que quand ils vont dans les banlieues et qu'ils en prennent plein la gueule, c'est eux qui demandent à ce soit filmé, parce que sinon après on dit mais oui, c'est vous qui avez commencé.
Et pour faire la preuve que c'est pas eux qui ont commencé, effectivement, je pense oui, non, ils ont besoin du film. Donc là, si les agents du fisc étaient honnêtes, s'ils venaient pas voler les gens, eh bien, ils seraient demandeurs du film. Mais pourquoi ils veulent pas du film? Parce que c'est eux qui sont pas honnêtes, parce que la plupart des gens chez qui ils vont pourraient dire, mais attendez, ce que vous me demandez, c'est n'importe quoi. Et cette position-là, c'est entériné par le tribunal au plus haut niveau, c'est-à-dire par l'État. Et donc, si vous voulez, et malheureusement par la majorité des gens qui ont confiance dans l'État. Et écrit tribunal. Ça se lézarde un peu, hein, ça se lézarde un peu. Oui, ça se lézarde un peu, hein, et on est sur la bonne voie. Bon. Allez, parlons littérature. Alors, allez, à vous, là. C'est moi qui commence? Ouais, toujours. Alors, pour changer les idées, moi, je vous ai amené quelque chose, un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre, ça se passe à Barcelone, et c'est, si vous voulez, ça se passe au XIVe siècle. Hein. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas, rien à voir avec le fisc, hein, c'est pas du tout un livre. C'est un bon livre que vous avez lu. Oui, ça n'a rien à voir avec le D'accord. fisc. Mais non, mais de temps en temps, il faut quand même aussi, on va pas non plus. Voilà. Alors, la particularité, c'est que la personne qui a écrit ça, il a écrit que ce livre. Il a écrit un autre après, mais il a écrit que ce livre. Et c'est un avocat de Barcelone. Et ça s'appelle La Cathédrale de la Mer. Voilà, La Cathédrale de la Mer. C'est chez Pocket. Ouais, vous allez vous régaler. Il faut, si vous l'avez pas lu, parce que c'est un très vieux livre, hein, si vous l'avez pas lu, il faut le lire. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Moi, c'est pas... Bon, alors moi, je reste toujours un peu dans le cadre du fisc, hein, bien sûr, puisque pour l'instant, comme j'ai beaucoup de retard sur vous dans mes lectures à ce niveau-là, donc la dernière fois, je vous avais parlé d'un livre aussi de Bernard Zimmern qui s'intitulait Contrôle fiscal, le piège. Bon, où Bernard Zimmern, qui était le fondateur et le président de l'IFRAP à cette époque-là, dévoilait, révélait comment fonctionnait Bercy. Les méthodes et comment fonctionnait Bercy. Et là, il a répondu pas mal de bouquins, mais je ne peux pas tous les lire en même temps. Et là, j'ai ce livre qui s'appelle Les profiteurs de l'État. Alors bon, c'est assez intéressant. On comprend qui se gave. Bon, mais dedans, qui se rapporte au fisc, il y a un chapitre intéressant qui s'appelle Victime fiscale. Alors là, c'est le remake un peu de son livre, en condensé, et avec des exemples différents, savoir comment fonctionne Bercy et le système de primes, de quotas, d'objectifs chiffrés, quoi, comme des commerciaux. Et voilà, alors quand vous avez lu ça, voilà. Vous êtes encore un peu plus à plat qu'avant. Oui, non mais c'est sûr que ces milliers de gens qui sont projetés dans la misère, c'est une catastrophe. Dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale. Mais c'est une catastrophe pour l'ensemble du pays, parce que ces gens sont des gens, en règle générale, des apporteurs de richesse, des gens qui ont une certaine énergie, qui se battent pour rien. C'est vraiment... Oui, parce qu'on leur pique après. Ouais, c'est horrible. C'est l'époque de la guerre de 100 ans, là où les Français chargeaient les Anglais avec tout leur panache et puis se faisaient ratiboiser par les archers parce qu'ils n'avaient pas réfléchi avant de... Alors là, si vous voulez, le réflexe, c'est de... Parce que quand on est attaqué comme ça, le réflexe, c'est de croire qu'on pourrait avoir justice. Et oui, ça c'est... Et non, mais il y a pas en France. Non, là, pas contre Bercy. Moi, je pense, voilà. Honnêtement, je le dis aux jeunes, là, qui nous regardent, franchement, maintenant, je suis convaincu qu'il n'y a qu'une solution, c'est la fuite. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas se battre. C'est impossible. Tout est vérolé. Tout est pourri. Tout est vermoulu. Et donc, ça va s'effondrer. Et quand ça va s'effondrer, comme chaque fois qu'un bâtiment s'effondre, il y aura toujours des gens qui vont être sous le bâtiment, qui vont prendre des tuiles sur la tête. Bon, donc ça va être catastrophique. Donc, la seule solution pour les jeunes, c'est de s'en aller. Il n'y a pas d'autre solution. C'est même pas la peine d'espérer. Comment voulez-vous espérer? Vous avez vu ces hommes politiques. Vous avez vu comment voulez-vous avoir du crédit? Comment voulez-vous avoir du crédit pour celui qui est en place et pour celui qui veut venir maintenant, dont on sait qu'il a dépassé de plusieurs dizaines de millions d'euros le montant autorisé de sa campagne électorale, mais c'est n'importe quoi. Donc si ces gens sont... On va s'arrêter là sur la politique. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bon, et bien tout ça, hein, on se reverra la prochaine fois. Oui, alors sans doute que les fêtes seront passées, peut-être d'ici là. Donc si jamais les fêtes sont passées, si les fêtes sont passées, bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Et si on se voit avant, on vous redira bonne fête la prochaine fois. À bientôt. Allez, au revoir.